Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être si nombreux pour venir m'entendre. Ça m'honore et en même temps, ça me met la pression. Voilà. Alors, je suis enseignant, professeur au lycée Lorgaté depuis 2001. Je vois d'ailleurs Madame Mathieu Broisac, que je salue là, très affectueusement. Et dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai été nommé en octobre 2000, au service éducatif des archives départementales. C'est un service en fait qui met à disposition un enseignant pour l'accueil des scolaires et mettre en place des activités en lien avec les archives et l'enseignement. J'ai occupé cette fonction jusqu'en 2017, donc 17 ans dans ce service. Je connais bien le fonctionnement des archives. Et c'est dans ce cadre-là, si vous voulez, que j'ai rencontré l'histoire du département, et plus particulièrement parce que j'avais été professeur au Creusot en Saône-et-Loire, et j'avais travaillé avec l'écomusée du Creusot, l'histoire industrielle et sociale, ouvrière, qui m'intéressait beaucoup. Donc quand je suis arrivé en Dordogne, j'ai recherché des traces un peu de cette histoire industrielle. Et bien entendu, je suis arrivé sur Terrasson, puisque Terrasson, le Lardin, la présence des mines de Cublac et du Lardin ont été, on va dire, le foyer d'un développement d'une première industrialisation du terrassonnais. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là donc que j'ai commencé à étudier l'histoire industrielle de cette petite région du terrassonnais. Et plus particulièrement, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'histoire des deux verreries, la verrerie de Brarville et Bradeville, je sais qu'on dit Bradeville parfois, et la verrerie moins connue, enfin pour moi elle était totalement inconnue, de Terrasson. J'ai découvert l'existence de la verrerie de Terrasson par le document d'archives que je vais aujourd'hui vous présenter. Et mon objectif, si vous voulez, au cours de cette soirée, c'est d'entrer dans la découverte de ce document et de vous faire progressivement entrer dans les éléments d'histoire qu'on peut aujourd'hui avancer concernant l'histoire de cette industrie verrière à Terrasson. Voilà. Alors je parlais bien sûr de Brarville, mais un peu moins que Terrasson, parce que Brarville, je vais publier prochainement, en décembre 2025, dans cette belle revue. Je vous invite vraiment à la consulter, à la regarder. Elle s'appelle Mémoire de la Dordogne. C'est la revue des archives départementales de la Dordogne. Et dans le cadre de cette revue, pour le mois de décembre, je vais publier un article de 59 pages qui concerne l'histoire, plus précisément, de Bradeville. Donc là, vous aurez beaucoup d'éléments d'information, des références archivistiques également, qui vous permettront de prolonger vous-même des recherches si vous souhaitez en savoir davantage. Alors mon propos va s'organiser, si vous voulez, en 3 actes. Le premier, ça va être de vous présenter la source d'archives qui m'intéresse ici, qui est un plan de l'établissement au moment de sa fondation. Je vais essayer de vous contextualiser ce plan, vous faire comprendre pourquoi ce plan est aux archives. Je vais ensuite revenir sur le contexte de la fondation de la verrerie de Terrasson en 1904, qui est particulièrement intéressant, puisque c'est en fait une initiative locale, avec un appel au capital auprès des habitants de Terrasson et des familles de négociants. Voilà, ça c'est aussi un élément très intéressant. Ensuite, nous rentrerons dans l'usine à travers le plan et je vous proposerai une balade à l'intérieur de l'usine et en essayant de vous présenter un petit peu les activités qui étaient à l'intérieur, les métiers et les étapes du process de fabrication de cette usine qui était essentiellement destinée à la production de flaconnage, c'est-à-dire de petits flacons destinés pour la pharmacie, la parfumerie ou les alcools et notamment le cognac, qui était un des gros débouchés de la verrerie de Terrasson, jusqu'à ce que les verreries bouchées soient rachetées par Saint-Gobain à Cognac et qu'elles viennent concurrencer l'activité de Terrasson.
Et puis, je terminerai mon propos en essayant d'être plus court sur l'évolution de cette entreprise, hein, son histoire rapide, hein, mais aussi surtout sa fin, parce qu'elle est intéressante, puisqu'elle nous montre ici un processus de fin d'une activité industrielle, et puis les conséquences que ça a eu pour la ville de Terrasson, qui n'ont pas été négligeables, et qui peuvent expliquer aussi le souvenir, hein, que cette histoire industrielle, et là vous en êtes témoin parce que vous êtes très nombreux, et marque, on va dire, les familles de cette région. Alors voilà mon document, c'est un plan qui est magnifique, hein. Oh, il n'est pas très grand, je n'ai pas mis la taille, je suis désolé, mais j'aurais dû vérifier. C'est pas très très grand, mais c'est un plan qui est aujourd'hui classé dans les fonds de la sous-préfecture de Sarlat, dans la série Z pour les archivistes. Je vois Karine qui est là, que j'embrasse très fort. Et c'est donc dans ces fonds de la sous-préfecture que j'ai découvert ce plan en 2006. Alors dans l'alias, on trouve en fait des dossiers qui concernent ce qu'on appelle les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. C'est le titre des dossiers. Pour l'arrondissement de Sarlat. On a le double au niveau du département dans la série M. Donc, pour vous contextualiser rapidement, on va dire, la place de l'administration dans cette histoire, il faut savoir qu'au début du 19e siècle, on met en place, sous l'Empire, sous le Premier Empire, on met en place une législation concernant les établissements industriels qui sont susceptibles de créer des nuisances ou de créer des risques, notamment pour la santé des populations. On n'est pas dans une période où on se préoccupe de l'environnement encore. Hein, les nuisances industrielles pour l'environnement ne sont pas présentes, mais par contre, on s'inquiète des dangers de l'industrie pour la santé des populations. Et donc, dès 1806, à Paris, le préfet de police prend des mesures pour éloigner les usines des habitations. Et cette préoccupation va être prise en compte en 1810 par le pouvoir impérial qui va décréter, on va dire, une loi c'est un décret impérial du 15 octobre 1810 qui concerne donc les établissements dangereux, insalubres et incommodes et qui va créer donc ce qu'on appelle la réglementation sur les installations classées. Le décret prévoit une classification des établissements industriels en 3 catégories qui apparaissent ici sur le document. La première classe concerne les usines les plus dangereuses, qu'on veut vraiment éloigner là, des habitations. Il y a une seconde catégorie où on verra que la verrerie de Terrasson relève de cette catégorie, qui ne présentent pas forcément un risque pour la santé, mais qui peuvent être, du fait de la présence des fours, une source de risque d'incendie notamment. Hein. Et donc là, il y a une législation concernant la distance par rapport aux habitations. Et puis une troisième catégorie qui, elle, ne présente pas de danger, qui peuvent être construits à proximité des habitations. Donc ce plan, si vous voulez, son origine, il rentre dans cette législation. Alors, les activités des installations classées, elles sont soumises au contrôle direct de l'État. C'est pour ça qu'on trouve sur le plan la signature du sous-préfet de Sarlat, qui est le représentant dans l'arrondissement du préfet, enfin, pas directement du préfet, il est le représentant du ministère de l'Intérieur, donc de l'État. Et on trouve également la deuxième tutelle qui doit exercer un contrôle, c'est la municipalité, la commune. Et ici, on a la signature de l'adjoint au maire de Terrasson de l'époque, hein, qui appose sa signature sur cet acte. Donc, voilà le contexte. Hein, c'est pourquoi cette verrerie, elle va être, on va dire, l'objet d'un dépôt de dossier auprès de l'administration. Et c'est comme ça, et grâce à cette législation, que nous avons une trace d'archives importante, puisque sans ça, nous n'aurions peut-être pas le plan de l'usine. Parce que malheureusement, les archives, enfin à ma connaissance, à moins que certains d'entre vous aient des secrets à me révéler, mais les archives de la verrerie de Terrasson, elles ont, à ma connaissance, disparu ou été dispersées, ce qui est fort dommage, parce que ça, c'est un vrai problème quand on s'intéresse à l'histoire de l'industrie, c'est que beaucoup d'archives qui sont là des archives privées et pas publiques, eh bien, finissent à la benne ou sont dispersées et disparaissent pour les chercheurs.
Alors, associé à ce plan de l'usine, on a un deuxième document qui est fort intéressant là aussi, c'est un plan cadastral. Et en fait, tous ces documents sont en préparation, nous sommes en mars 1904, hein, là, sont en préparation de la construction de l'usine. Donc ce sont toutes les autorisations nécessaires qu'on rassemble ici. Et là, sur ce plan cadastral, vous avez donc la localisation de l'entreprise qui apparaît en rouge, là, la verrerie, avec les terrains qui vont être achetés en avril 1904 par le comité qui est en charge d'élaborer le projet. Et vous avez ici un plan qui montre un rayon de 200 mètres, qui nous montre ce rayon de 200 mètres qu'on est là sur un établissement classé de deuxième classe. Ce qui est très intéressant également, c'est la localisation de l'usine, puisque nous sommes tout près de la gare. Donc nous sommes là vraiment à proximité des chemins de fer. Et ça sera un élément très important qui va donner un peu un avantage par rapport à Prattville, on va dire 1-0 pour Terrasson, c'est que la proximité de la gare, c'est un avantage pour l'approvisionnement et l'expédition, l'approvisionnement des matières premières et l'expédition des marchandises, mais vous verrez qu'on a aussi une trace de ça dans les archives. Alors voilà la localisation de l'usine sur une carte postale ancienne. Hein. Vous voyez donc l'hôtel de ville inauguré en 1912, le Pont Neuf, la ville basse qui est encore relativement réduite à l'époque. Hein. Là, on doit être, je ne peux pas m'avancer, mais on est au-delà de 1912, donc on doit être avant la guerre de 14. Et puis on voit effectivement au loin, alors je vous l'ai positionné avec la petite flèche, l'usine de la verrerie, et on voit également, si vous avez un bon œil, on voit également ici la maison du directeur qui est construite, qu'on verra tout à l'heure un peu en plus grand. Voilà donc le contexte de ce document. Hein. Voilà, j'ai 3 quarts d'heure, donc il ne faut pas que je perde de temps. Alors, je vais essayer maintenant de vous parler du contexte dans lequel cette entreprise a été créée. Alors, il faut bien entendu évoquer la présence d'une autre industrie, qui va être, on va dire, concurrente de Terrasson. Concurrente sur le plan commercial et industriel, mais qui va être aussi proche par les ouvriers et le développement du mouvement syndical, puisque les ouvriers verriers de Terrasson et de Prattville vont être à un moment donné unis dans un syndicat commun. Mais le contexte social des deux est tout à fait différent. Prattville, vous le voyez, c'est une usine qui a les apparences non pas d'une halle industrielle, mais plutôt d'un château-usine, hein, comme on dit au Creusot, à l'écomusée, on m'avait appris la distinction entre les différents bâtiments, mais là, on a un peu un système de phalanstère aussi à l'origine de Prattville, puisque Cyprien Brard avait créé une école mutuelle. Hein. Il enseignait, il alphabétisait ses ouvriers, il avait une politique paternaliste et très très moderne pour l'époque. Hein. On est dans les années avant 1830, puisque l'usine de Prattville, pour vous donner quelques repères, elle est créée en 1822. Hein. Officiellement, un décret qui autorise la création d'une verrerie. Il y avait déjà un projet très ancien qui remontait au XVIIIe siècle, mais qui n'avait pas vu le jour. L'objectif était en fait que, un an après la création de la compagnie des mines du Lardin, eh bien, on puisse exploiter le charbon sur place, et donc on utilise ce charbon pour alimenter des fours de verrerie. Nous sommes là au tout début aussi d'une ère industrielle qui voit le basculement de la verrerie au bois à la verrerie au charbon de terre. Ça, c'est une évolution qui commence en Angleterre au XVIIIe siècle, qu'on voit apparaître dans le Bordelais déjà dans les années 1770-1780. Et là, c'est la première. La verrerie au bois, ça existait déjà dans la Double en Périgord. Il y avait beaucoup de petites verreries au bois avec des gentilshommes verriers qui animaient ces petites usines sous l'Ancien Régime. Mais là, c'est vraiment un début d'usine avec du charbon de terre. Hein. Et puis, vous voyez, donc là, ce sont des documents magnifiques d'ailleurs, hein, en couleur. C'est une en-tête de facture de la verrerie de Prattville qui date des années 20, hein, 1921. Et alors, c'est très intéressant parce qu'on retrouve
précédent propriétaire, sauf que Brard n'apparaît pas, vous voyez, et pour une cause, parce que Brard n'est pas vraiment... Alors on dit qu'il est à l'origine de la verrerie, oui, mais en fait la verrerie est créée par une compagnie des mines de Chabrignac en réalité, qui est à côté de Brive, et c'est une alliance entre la compagnie des mines du Lardin et celle de Chabrignac qui va créer la verrerie de Brarville. En fait, l'idée, ce sont des capitaux extérieurs qui ont permis cela. La présence du charbon, on est vraiment au début de l'industrialisation en France, dans cette première phase, eh bien, il y a une espérance très forte. On croit que là, au Lardin, à Cublac, eh bien, on a de l'or sous terre. Hein. Ce charbon, ça va être une ère industrielle énorme. Bon, en réalité, ce charbon va montrer très rapidement des limites, hein, puisque, de mémoire, M. Sage, qui était le fils d'Antoine Sage, le directeur de la Verité-Rasson, que j'avais interrogé, me disait que c'était de la tourbe, en fait, ce charbon, et qu'il n'était pas très bon pour les fours, notamment de verrerie. Ce qui expliquera d'ailleurs qu'on fasse venir du charbon d'ailleurs. Là, vous voyez qu'on voit très clairement le nom de Maxime Delas, qui est donc le propriétaire de la verrerie depuis 1919. Il a succédé à son père François Delas. La famille Delas s'est installée à la tête de la verrerie en 1862 et elle avait pris la succession, on va dire, d'un industriel d'Amiens qui avait racheté la verrerie dans les années 1840. Mais la verrerie avait été créée dès 1822. Les bâtiments est construit, on le sait, en 1830-33. Les fours commencent à fonctionner en 1933, mais étant donné que la compagnie des mines du Lardin fait faillite, eh bien, l'usine n'entre véritablement en fonctionnement qu'avec le rachat de Renard d'Orville, qui était cet industriel d'Amiens, qui vient ici mettre énormément de moyens financiers, puisqu'il achète Cublac et il achète la verrerie du Lardin. C'est lui qui va développer cette usine, mais c'est surtout les frères Delas qui viennent du Gers, qui vont développer cette usine. Ils se sont formés, eux, dans les verreries bordelaises, en fait. Et ils vont créer, pour aller rapidement sur l'histoire de Brarville, ils vont créer une antenne sur Bordeaux, pas une antenne, mais disons un comptoir sur Bordeaux, au Chartron, pour pouvoir expédier leurs verres vers le Bordelais, mais aussi vers les colonies. On fait au début du verre à bouteille, donc destiné au vin, mais en 1889, les mines de Cublac et la verrerie du Lardin font faillite. C'est racheté par les frères Delas, les fils des fondateurs là, de l'usine, et ils vont se partager. L'un va acheter les mines de Cublac, il va d'ailleurs faire faillite, et l'autre, François Delas, va garder la verrerie, et il va transformer la verrerie de Brarville en usine à flaconnage, ce qui va être une concurrence pour Terrasson. Voilà rapidement le contexte pour Brarville. Notez que M. Delas, Maxime Delas, qui s'était marié en 1912 avec une Lot-et-Garonnaise issue d'une famille de la petite aristocratie, hein, elle avait parmi ses ancêtres un grand-père préfet, M. de Langlard, eh bien c'est anobli, hein, se faisant appeler Delas de Brarville. Delas de Brarville, je suis toujours étonné quand je passe au Lardin parce que je vois leur nom affiché sur une place, tout simplement parce qu'ils ont racheté le terrain, ils l'ont donné ensuite à la mairie. Mais c'est quand même des gens qui ont exploité l'usine d'une manière un peu honteuse quand on sait les conditions de travail des ouvriers et notamment l'exploitation des enfants dans cette entreprise jusque dans les années 20. Le contexte social de Brarville était très très tendu. Hein. Il y a eu énormément de grèves, c'est d'ailleurs l'objet de mon travail, qui sera publié. Alors, revenons à la verrerie de Terrasson. Les premières démarches pour établir la verrerie Terrasson, j'ai pu les faire remonter à l'été 1903. Plusieurs projets de statut vont être déposés devant notaire pour créer ce qu'on appelle une société anonyme. Et à l'initiative de ces projets, on trouve un ancien directeur de Bradeville, qui s'appelle Eugène Placide Marchand. C'est un ancien instituteur originaire de l'Orne, et c'est un maître verrier. L'Orne est aussi un département très important, parce qu'on trouve beaucoup de verreries au bois dans l'Orne, et donc il va importer de Normandie sa façon de concevoir la fabrication du verre et sa manière de gérer le personnel. C'est lui qui, par exemple, va créer l'économa
de Bratteville. Mais Delas le remercie puisqu'il est licencié, enfin il est chassé de l'usine, et un peu sans doute, je pense, par vengeance, Eugène Marchand lance le projet de créer une verrerie à Terrasson, une verrerie concurrente. Son projet n'aboutit pas vraiment, mais par contre, l'idée est reprise par des négociants terrassonnais, parmi lesquels la famille Lacombe, Robinet, Vergniaud, enfin, ce sont des noms qui doivent vous dire des choses, je pense, hein, Ferragne. Ce sont à la fois des commerçants, des industriels, des hôteliers, des notaires, du Fréchou, par exemple, également, vont mettre de l'argent dans cette usine et déposent donc le 3 décembre 1903 devant Maître Lafond, notaire à Terrasson, dont on a les minutes aujourd'hui déposées aux archives, eh bien les statuts d'une ce qui va devenir la société anonyme sous la dénomination Verrerie de Terrasson. Alors des fois on trouve verrerie au pluriel, des fois on trouve verrerie au singulier. Je ne sais pas pourquoi. L'acte nous dit que la verrerie a pour objet la fabrication donc, de verreries. Elle doit acheter les terrains, construire les bâtiments pour l'exploitation de cette industrie. La durée de la société est fixée à 50 ans. C'est d'ailleurs l'âge que va avoir la verrerie. Elle est créée en 1904, mais elle s'arrête en 1954. Mais les statuts avaient été révisés en 1948, j'y reviendrai. Et le conseil d'administration est composé de 5 membres, nommés par une assemblée générale des actionnaires, pour une durée de 6 ans. Les premiers administrateurs de la verrerie sont tous les premiers actionnaires, c'est-à-dire les négociants de Terrasson. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous les habitants de Terrasson, on a la liste, hein, vous voyez ici, on a une liste, il y en a plus de 250, ont mis un peu d'argent dans la verrerie, avec l'espoir que ça leur apporte un petit peu. Alors, quelques jours auparavant, eh bien, le 28 novembre 1903, le plan de la verrerie Terrasson est dressé par l'architecte de Brive qui s'appelle Pierre Fournet. Et on voit sa signature donc ici sur l'acte, enfin sur le plan. La société, une fois constituée, les démarches administratives sont entreprises pour l'autorisation. La demande d'autorisation est soumise au sous-préfet de Sarlat, qui aboutit donc le 13 février 1904. La commission sanitaire de Terrasson donne son accord le 28 février. Et le 5 mars 1904, un arrêté du sous-préfet donc, autorise la société à établir sur le territoire de la commune une verrerie avec ce qu'on appelle des fours fumivores, voilà, qui produisent de la fumée. Il y avait 2 cheminées d'usine. Début février, une réunion s'est tenue, alors c'est ça qui est intéressant, sous le préau de l'école communale, pour présenter à la population de Terrasson, d'ailleurs vous verrez dans les documents que Jérôme a mis, il y a un petit document qui fait un appel à cotisation pour investir son épargne dans la verrerie. Eh bien, dans le préau de l'école, on invite les gens à donner de l'argent. Et la presse locale nous dit une œuvre purement terrassonnaise, car les 200 000 francs nécessaires sont presque entièrement souscrits par le commerce et les habitants de Terrasson. C'est donc, ça aussi c'est intéressant, c'est un capitalisme d'initiative locale. Ce n'est pas des investisseurs extérieurs, il y en a bien 1 ou 2, mais en réalité, l'argent vient essentiellement des habitants de Terrasson. Ça explique aussi peut-être l'attachement des Terrassonnais à cette usine. Fin mars, la société est définitivement constituée. Les devis de travaux sont dressés par l'architecte pour un prix de 80 614 francs de l'époque. C'est des francs or, on est avant 1914. Les terrains de l'usine sont situés près de la gare de marchandises, sont achetés début avril 1904. Le 10 avril, les travaux d'adjudication sont donnés à un entrepreneur de Terrasson qui s'engage à les achever au 30 septembre. L'activité devant débuter en octobre 1904. Bon, ça sera un peu plus tard. Dès les premières semaines de janvier 1905, l'usine commence à produire ses premières bouteilles, ses premiers flacons. Et les Terrassonnais sont tellement fiers de leur usine qu'ils vont en faire des cartes postales. Hein. Et là, on a une carte postale, je pense qu'elle doit être vraiment au tout début, au moment où on finit les travaux de l'usine. Et elle a fière allure, cette usine. Hein. Elle est très différente de Braville. Hein. Braville, c'est vraiment la vieille usine du 19e siècle. Là, on est dans une usine
beaucoup plus vaste et aussi beaucoup plus rationnel, vous allez voir en étudiant le plan. Petit détail que j'ai trouvé dans le journal de la Croix de la Dordogne, journal catholique, eh bien, le 22 février 1905, la Croix nous dit que le dimanche 19 février a eu lieu à Terrasson la bénédiction de la Verrie par le clergé local. Au cours d'une cérémonie, nous dit la presse, vraiment réconfortante, voyez-vous. Et on invite les gens à venir visiter l'usine. C'est leur usine. Ils rentrent à l'intérieur et ils voient eh bien, cette usine. Voilà. Voilà le contexte de création. Mais ce contexte de création ne fait pas l'unanimité localement parce que certains journaux vont dénoncer cette création d'une usine à Terrasson comme, on va dire, l'objectif de créer des ennuis à la verrie de l'As de Brarville. C'est notamment le cas le 27 décembre 1903, le journal L'Union sarladaise, qui publie un article dans lequel il est dit « Une campagne menée contre la verrie de Brarville par un comité composé exclusivement de réactionnaires, c'est-à-dire de gens très à droite, des royalistes, des monarchistes, enfin ce que vous voulez, sous prétexte de monter une verrie à Terrasson, mais dans un but plus certain de monter les marches de la mairie, où ils veulent déloger nos amis républicains. » Voilà. Donc on est déjà, voyez-vous, dans les tensions politiques qui apparaissent derrière ce projet. Voilà. C'est un peu intéressant, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on est tout proche. Pour moi, le Lardin et Terrasson, c'est à côté, en fait. Mais c'est deux entités, quand même. C'est pas le même territoire. On est à Terrasson, on est au Lardin. Vous voyez, c'est quand même pas pareil. Bon, voilà. Alors, on va rentrer un peu dans l'usine. On va essayer de rentrer dans cette usine pour découvrir un petit peu comment cette usine fonctionnait. Alors, je vous ai dit qu'elle était proche de la gare, et un élément qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la compagnie du Paris-Orléans, puisque c'est elle qui gère, on est dans les compagnies privées, c'est pas encore la SNCF en 1904, eh bien, la compagnie va directement raccorder la gare à l'usine. Il va y avoir une voie de raccordement. Là, vous avez un document qui est aux archives également, dans la série S, qui émane du ministère des Travaux publics, voilà, et qui s'adresse au préfet de la Dordogne pour lui indiquer que la compagnie du PO va créer cette voie de raccordement. Vous voyez, il est dit, la compagnie des chemins de fer d'Orléans a soumis à mon approbation un projet pour l'établissement dans la gare de Terrasson, ligne Périgueux-Brive, qui a été inaugurée en 1861, je crois, d'un embrachement particulier destiné à desservir la verrie à flaconnage de la société anonyme de la verrie de Terrasson, que la verrie de Terrasson se propose d'édifier près de la cour de marchandises de cette gare. Et ça, c'est un avantage énorme par rapport à Brarville, parce que Brarville, il faut acheminer les produits jusqu'à la gare, et la gare n'est pas à côté. Alors, je me suis toujours demandé comment ils faisaient, est-ce qu'il y avait du portage animal, comment ça fonctionnait. Après, il y a eu bien sûr des véhicules, sans doute, mais ça devait être quand même une contrainte par rapport à Terrasson, où là, les wagons étaient directement dans la cour de l'usine. Voilà, alors on dispose de plusieurs autres représentations. J'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle est un peu plus tardive que la première que je vous ai montrée, mais elle est intéressante parce que bon, elle nous montre la cour de l'usine où sont stockés des pondéreux. Alors je pense que c'est du charbon, je ne suis pas certain, mais l'alimentation des fours se faisait en fait au niveau, je pense, des portes que vous avez ici en bas, puisqu'il y a des galeries en fait qui permettent, on le voit sur le plan, d'aller jusque sous les fours et d'alimenter les fours en charbon. Alors c'est sans doute du charbon, ça je ne peux pas l'affirmer. On voit, je pense, une femme qui peut-être ramasse la fameuse escarbille, c'est vraiment le charbon qu'on utilisait pour se chauffer. On voit alors, monsieur Sage, que j'avais interrogé en 2009, appelait ça le perron. Voilà. Le perron sur lequel les verriers prenaient l'air, parce qu'il faisait très très chaud là. Ils prenaient l'air, ils buvaient un coup, et il paraît qu'on les entendait depuis le centre-ville de Terrasson certains jours, voilà, puisqu'ils aimaient quand même pas mal boire. Voilà. Et il faisait chaud quand même. Voilà. On voit cette usine, on voit les deux cheminées qui nous renvoient au four. Alors, bien entendu, l'usine se vend aussi à travers l'image qu'elle donne d'elle-même par les papiers commerciaux. Là, vous avez un papier en tête, une facture de 1910,
hein, et elle est magnifique, elle est extraordinaire. C'est un art déco. Hein, il mettait quand même de l'argent dans ces papiers. C'était une manière de montrer l'usine. Vous voyez comme c'est beau là, hein, ça fume bien, il y a du monde, il y a la gare, tous les éléments sont présents. Alors, si je reviens à l'image de Brarville, Brarville n'avait pas à envier, hein. Brarville aussi, mais en avant ses qualités. Hein. Il y a la rivière, il y a le train, donc on montre bien ces éléments-là sur l'image, et il y a le même fumée. Voilà. Voilà un petit peu une façon de représenter l'usine, ce que je trouve toujours très intéressant. Alors, l'usine, la verrerie se présente sous la forme donc d'un bâtiment industriel de forme à peu près rectangulaire. J'ai pu noter une façade de 50 mètres de long pour 34 mètres de large. Il comprend donc 3 parties, si vous voulez. Au centre, en deux, c'est ce qu'on appelle la halle, hein, la halle centrale. C'est le cœur de l'usine, puisque c'est là que se trouvent les 2 fours. Et on a des ailes latérales où on va avoir d'un côté en 1, on va dire la partie en amont, hein, c'est-à-dire les matières premières, et en 3, l'aile latérale qui va être plutôt consacrée aux produits finis, à l'expédition, à l'emballage, etc. Voilà. Alors on va rentrer un peu dans l'usine et on va commencer donc par la première aile. C'est là où sont stockées les matières premières. Vous voyez d'ailleurs ici, enfin vous voyez peut-être pas bien, mais on a ici indiqué matières premières. On a ici indiqué composition et magasin de poterie. Alors, matières premières et composition, c'est lié, puisqu'en fait, c'est là qu'on va stocker le sable, la soude, tout ce qui sert à fabriquer le verre, hein, les pondéreux qui servent à fabriquer le verre. Hein, et c'est là que les compositeurs vont travailler, c'est-à-dire constituer les différents composants du verre. La poterie, elle, a pour mission de fabriquer ce qu'on appelle les creusets, qui vont accueillir la composition et où va s'opérer la fusion dans le four. Hein, je vais vous montrer un exemple de creuset. Monsieur Sage, que je vais interroger en 2009, me racontait, c'était extraordinaire quand il parlait, c'était vraiment, on y était. Hein, il me racontait le potier, c'était son univers, c'était une famille, il y avait la famille Règle, puis après il y a eu la famille Luck. C'était des gens qui se transmettaient la fonction de père en fils, et c'était vraiment des artisans. Quoi. Ils travaillaient, il fallait fabriquer ces creusets qui étaient imposants. Hein. Et il y avait 2 types de creusets, d'après ce qu'il m'a expliqué. Des creusets à compartiment avec un pot double d'un côté la matière première et de l'autre le verre en fusion. Et puis pour l'affinage des beaux verres, il y avait des creusets fermés. Hein, c'est les 2 types de creusets qu'on trouvait. Je vous montrerai ces éléments-là en image. Tout se faisait à la main. Les pots étaient mis à sécher pendant 1 mois. Hein, et le maître potier, c'était lui qui dirigeait, on va dire, la mise de pots, c'est-à-dire le dépôt des creusets dans le four, hein, qui est une opération très physique, hein, puisqu'il faut chauffer. Une fois que le creuset en terre réfractaire a séché, il faut l'amener à une température de 1000 degrés pour ensuite le transporter à l'intérieur du four, où là, on va faire monter en puissance la chaleur à 1400, 1500 degrés. Mais pour que le pot ne se fracture pas, parce que s'il se fracture, le verre est perdu, il y a des impuretés, il faut vraiment avoir une maîtrise technique très importante. Alors, parmi les archives qu'on a pu récupérer, là, c'est Nicolas Cournil, c'est quelqu'un qui travaille aux archives, et il avait dans sa famille, Cournil, c'est un nom d'ici, hein, c'est un nom qu'on connaît, hein. Nicolas avait un cousin, je crois, qui avait gardé de son père un carnet de composition. Hein. C'était le secret de fabrication, la composition. C'est ce qui faisait la qualité du verre. Alors moi, je ne suis pas un chimiste, je ne suis pas un scientifique, je ne rentrerai pas dans ces détails parce que je me perdrais. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il est indiqué composition pour le compartiment machine. C'est-à-dire ici, on est dans les années, je pense, soit 40, 50.
c'est-à-dire l'époque où on a commencé à introduire ce qu'on appelle les semi-automatiques, c'est-à-dire des machines qui soufflent le verre et non plus les verriers qui soufflent le verre avec les cannes. Hein. Là, on a déjà introduit des machines, je vous montrerai un exemple. Alors, entrons dans la halle, c'est-à-dire la partie centrale, et là, vous voyez tout de suite la présence de ces deux fours, hein, et on vous dit four à 12 pots, c'est-à-dire qu'il y a 12 emplacements. 12 emplacements, avec chacun, on va dire, à sa place, un chef de place, qui a avec lui 3 souffleurs, un teneur de moule, un petit enfant généralement, et un porteur à lâche. Vous voyez, donc ça fait une équipe de 5 à 6 personnes qui est affiliée à chaque place. C'est l'aristocratie des verriers, là, les chefs de place. C'est eux qui sont les mieux payés, parce que c'est eux qui fabriquent le produit fini. Les fours sont alimentés par une galerie qui permet donc d'acheminer le charbon jusqu'au pied du four où se trouve la combustion. Alors, je me suis beaucoup posé de questions sur... C'était une obsession, même chez moi, je ne sais pas pourquoi, il faut que j'aille voir une analyse là. C'était quel type de four en réalité? Bon, je pense, mais je ne suis pas certain, que nous avions des fours de type Boëtius, qui étaient les plus répandus dans les petites verreries industrielles. Alors on a la chance d'avoir dans le Nord, je ne suis pas allé malheureusement, un musée qui s'appelle le musée Atelier du verre de Trélon, dans l'Avesnois, c'est le département du Nord, et on a une verrerie qui a été conservée, la verrerie de Trélon, qui est une verrerie blanche, qui fabriquait aussi du flaconnage, et qui est à peu près la même taille que celle de Terrasson. Et on a ici un four de type Boëtius, avec, vous le voyez, ici l'emplacement des creusets, et là ce qu'on appelle l'ouvreau, c'est-à-dire là où s'effectue pour le verrier, alors je ne suis pas verrier, s'il y a un verrier il va peut-être me reprendre, mais le cueillage du verre, voilà, avec une canne avec un mort à l'intérieur. C'est la première goutte de verre qu'on prend en fait. Sachant que le verrier tire le verre de l'extérieur, ce qui fait que vous allez le voir tout à l'heure, devant le creuset, il y a tout un tas de fils en verre, parce qu'il ne faut pas salir l'intérieur du creuset, sinon le verre est abîmé. Alors c'est des types Boëtius, c'est-à-dire, on dit, monsieur Sage m'avait dit que c'était des fours à grille. Four à grille, c'est une indication, parce que four à grille, on parle de four à grille avec des systèmes de charbon et gazogène. En 1943, du fait de la raréfaction du charbon, la verrerie de Terrasson va fermer quelques mois pour remplacer ces fours à charbon par des fours au fioul. Voilà. Donc on va introduire le fioul. Alors, voilà ce qu'on appelle un creuset. Creuset qui est sorti ici de la chambre où il a été mis en chauffe, à 1000 degrés. Et alors ces photos, je les ai extraites de ce livre, qui est en fait un ouvrage très intéressant, qui date des années 80, qui a été publié par le musée du verre de Trélon. Et ils ont fait tout un reportage, on est dans les années 80, on est vraiment dans la période de l'ethnologie, de l'ethnographie, les écomusées, on s'intéresse aux gestes, au monde du travail, et on fait des reportages photos très intéressants. Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous montrer ça. Voilà, donc c'est ce type de creuset, de pot qu'on fabrique. Voilà un pot qui a été utilisé, donc il faut l'extraire du four, il faut l'enlever, pour le remplacer par un pot neuf. Donc on va nettoyer ici le siège du four, ce qu'on appelle la sole. La sole, c'est là où on dépose le creuset. Et ensuite, eh bien, on va faire la mise de pot. Et là, ça nécessite un personnel assez nombreux, c'est 8 à 10 personnes, pour pouvoir manier un pot qui est relativement lourd, avec, vous voyez, une espèce de diable ici, une sorte de charrette en acier. Et il va falloir déposer ensuite ce creuset chargé de composition à l'intérieur du four. Et ensuite refermer le creuset pour pouvoir l'enserrer dans le four. Vous voyez, un four, il a une durée de vie, on va dire, de 5 à 6 ans à peu près. C'est pour ça que vous avez, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais vous avez 2 fours qui fonctionnent en feu continu, mais par alternance. C'est-à-dire que quand un chauffe,
l'autre est réparé, parce qu'un four s'abîme énormément. Hein. Voilà, les creusets ont une durée à peu près de 6 mois, je crois, hein, pour vous donner un ordre d'idée. C'est un four, c'est un travail en continu, ça veut dire qu'on travaille samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Il faut toujours du monde parce que le feu, il faut qu'il soit en permanence activé. D'ailleurs, le règlement intérieur de 1910 le précise bien. Voilà, alors ça, ce sont deux photos exceptionnelles parce que ce sont deux photos de terrassons. La première que vous avez ici, elle a été collectée en 1984 par une association qui s'appelle La Fabrique, qui avait réalisé un petit film que j'ai, qu'on pourra voir un jour si vous voulez, qui est très bien, qui ne dure pas très longtemps. Et La Fabrique avait réalisé une première exposition en 1984 où il y avait eu un collectage d'images. Hein, donc là, on voit l'intérieur de la verrie de Terrasson. Ce qui est intéressant sur l'image, donc on voit ici un gamin, hein, enfin, qui est plus un adolescent. Là, un verrier qui s'apprête à souffler ici. On voit les ouvriers autour du four. Et on voit un système d'aération qui a été installé dans l'usine pour réduire la chaleur à l'intérieur de la halle parce qu'il fait très chaud. On voit que ces hommes sont en bras de chemise. Hein, il fait une chaleur terrible. Un four de verrerie, c'est 1500 à 1400 degrés. Hein, donc ça amène une chaleur épouvantable. Et celle-ci, elle n'est pas connue. On la doit à Christian Faure qui l'avait. C'est un cliché qui a été réalisé par un photographe de Terrasson. J'ai plus le nom, on doit être dans les années 50. Et là, on voit bien encore les deux fours et les ouvriers qui sont autour du four, voilà, et qui travaillent dans l'usine. Hein. Alors, la halle centrale, ben, c'est le cœur. C'est là que s'effectue la fabrication. Donc, je vous ai dit 12 pots, les verriers de travail, donc ce qu'on appelle autour du four. C'est l'expression qu'on emploie. Là règne la chaleur, la poussière, le bruit, les courants d'air. Hein, dans l'enregistrement qu'on a du film de La Fabrique, il y en a un des verriers, qui est un Espagnol d'ailleurs, qui dit ben, c'est quoi cette boîte? On se grillait devant, on se gelait derrière, en fait. Voilà, quand il faisait froid. Voilà, les fours en briques réfractaires sont alimentés donc, par le charbon. Hein. Alors, je passe rapidement là-dessus, mais malgré les innovations techniques que connaît l'industrie du verre au XIXe siècle, hein, elles ne sont pas très nombreuses. Hein, on commence à inventer en 1890 les premiers systèmes de fabrication mécanique du verre. Mais Terrasson, ça va être de la fabrication à la main, on va dire, le soufflage. Hein, en gros, jusqu'aux années 30, ça va dominer. Hein. Donc, pour vous expliquer un peu en détail, parce que là, je ne suis pas spécialiste non plus, d'après le règlement intérieur de l'usine de septembre 1910, on sait que le travail de fabrication s'organise en deux équipes. Une place de jour qui travaille donc de 5 heures du matin à 4h30 de l'après-midi, et une équipe de nuit qui travaille de 4h30 de l'après-midi à 5h du matin. C'est une moyenne de 10 à 11 heures de travail quotidien. Devant chaque creuset, il y a donc une place, avec pour chef, sous la direction d'un chef de place, qu'on appelle l'ouvreur d'ailleurs aussi. Hein. Une place ou atelier se compose donc d'une équipe de 5 à 6 verriers, je vous l'ai dit. Le verrier doit cueillir, donc un premier verrier va cueillir par l'ouvreau la quantité exacte de verre pour fabriquer ici du flaconnage. Hein. Alors ça peut être des petits flacons de 2 grammes, hein, c'est des tout petits trucs qu'on fabrique, je vais vous en montrer certains. Hein. On va faire ce qu'on appelle la paraison, c'est-à-dire qu'on va donner une première forme à la goutte de verre, avec une canne d'acier qui fait entre 1,20 m et 1,80 m, hein, selon la taille et le poids du verre. Ensuite, on va rouler cette paraison sur un marbre, hein, pour commencer à donner une taille approximative au flacon à souffler. Le verrier introduit ensuite la paraison dans le moule, que tient au sol sur un petit banc un enfant ou un petit jeune. Hein. On emploie des enfants pour ce travail, vous allez voir quelques photos. Hein. Il ne faut surtout pas que l'enfant, quand il referme le moule, pince le verre, parce que sinon la pièce est foutue. Et là, les verriers sont payés à la pièce. Donc une pièce ratée, c'est de l'argent perdu. Ce qui explique que parfois, si à 3 heures du matin, le petit s'endort,
mais il ramasse des claques pour se réveiller, des coups, surtout si le verrier a bu un coup, ça peut aller très vite. Généralement, donc, le verrier souffle son verre, ça va très vite, et on nous dit qu'il bouge le pied pour dire à l'enfant d'ouvrir le moule. Le moule, c'est un système de verre tourné. On met de la paille humide dans le moule pour que le verre, quand il se fabrique, il prend la forme, il ne prenne pas l'empreinte de la ferrure du moule, en fait. C'est très technique, mais bon, c'est ce qu'on m'a raconté, et notamment Monsieur Sage et Monsieur Cournil m'avaient raconté ça. Arrivé à température, le flacon donc, est repris donc, par l'ouvreur, qui va, lui, c'est le chef de place, il va fabriquer le col du verre, c'est un peu ce qui lui est réservé, et on va réchauffer à nouveau cette bouteille, et ensuite on va conduire la bouteille, une fois le flacon, quand il est terminé, on va confier cette petite bouteille à un porteur à l'arche, qui là aussi est un manœuvre, souvent très jeune. L'arche, c'est un four de recuisson, où on va cuire à nouveau la bouteille, mais à des températures plus basses, pour que le verre durcisse suffisamment et résiste bien. Et une fois que l'opération est terminée, il va y avoir des femmes qui vont venir pour décompter le verre et voir si ces bouteilles sont bien façonnées ou pas. Et s'il y a du rebut, eh bien, c'est autant d'enlever au chef de place sur sa paye. Donc il y a souvent des conflits entre le chef de place et les releveurs. Voilà, donc les arches à recuisson, c'est aussi une étape très importante. Voilà, je passe rapidement parce que le temps passe. Une image qui montre, alors ça c'est sans doute à un moment d'une cavalcade à Terrasson, je pense, on doit être dans les années 30, 36 peut-être, je sais pas la date, mais elle est intéressante parce que là les verriers se mettent en scène. Je pense qu'on avait fait des chars qui se déroulaient dans les rues de Terrasson. Je sais qu'on a différentes vues, j'avais vu une vue oblique, j'ai vu une autre vue, mais là elle est intéressante parce qu'on voit le four qui a été reconstitué ici. L'autre verrier derrière tient d'ailleurs une canne, on voit sur une autre image, il tient une canne, donc c'est un souffleur. Et là, par contre, c'est une machine qui a été reconstituée avec une équipe qui est ici représentée. Ils ont été identifiés, alors je n'ai pas les noms, je crois qu'il y a des Espagnols, puisque l'usine reçoit une dizaine de familles espagnoles en 1924. Raoul Sage va les chercher au Pays Basque, des paysans pauvres, et ils arrivent à Terrasson pour travailler. D'ailleurs, la famille Sierra a cette origine. Peut-être certains ont connu Amador Sierra, voilà, qui était un personnage que moi je n'ai pas connu, mais que j'ai vu en vidéo. Alors il faut évoquer bien sûr les enfants. Là c'est une photo de 1913 qui a été là aussi collectée par l'association La Fabrique. Elle est absolument incroyable, cette photo, elle est magnifique. On voit bien les différents verriers, ils ont des tronches quand même, c'est quand même des gars qui étaient costauds. Beaucoup jouaient au rugby d'ailleurs, la verrie alimentait beaucoup l'équipe de rugby locale. Et puis il y a les enfants qui sont magnifiques, ils sont absolument incroyables ces gosses. Ils ont un regard, ils sont durs, mais en même temps, ça reste des enfants. C'est d'une condition très difficile, la condition de fermeur de moule, de teneur de moule. Alors, à la différence de Braville, où les conditions de travail pour les enfants étaient très dures, je n'ai pas trouvé beaucoup de procès en correctionnel qui condamnent le directeur de l'usine de Terrasson pour avoir employé de la main-d'œuvre en dessous de l'âge de 12 ans. Là où j'en trouve au moins 7 à 8 pour Braville, j'ai dû en trouver 2 pour Terrasson. Et 2, on va dire, dans la première période, c'est-à-dire avant la guerre de 14. Après, il n'y en a plus. Alors que pour Braville, il y en a encore dans les années 20. Vous voyez ? Vous connaissez tous, j'imagine, cette histoire que l'inspecteur du travail arrive et on dit aux gamins d'aller se cacher dans les galeries ou d'aller se cacher... voilà, on les prévient. Voilà. Bon, ça, c'est quelque chose qui est raconté notamment dans l'ouvrage L'Escarbille, qui est connu aussi, qui est un ouvrage magnifique. Alors, peut-être moins connu, en fouillant dans les fonds de l'inspection du travail,
aux archives départementales, puisque j'avais quand même le droit d'aller dans les magasins, donc je fouillais un peu. Karine, tu ne le diras pas. J'ai trouvé un petit dossier qui était drôlement intéressant. Alors, je n'ai pas mis le nom, hein, mais c'est un enfant qui a 14 ans. Il s'appelle Robert D. Il écrit le 7 mai 1943. C'est un gamin qui veut se faire un peu d'argent en attendant d'intégrer une autre école qu'il veut intégrer. Et pour se faire un peu d'argent, comme il habite Terrasson, il va aller travailler à la verrie. Mais il n'est pas payé, donc il écrit à l'inspecteur du travail pour obtenir le dédommagement de son embauche. Et voilà ce qu'il dit. Comme je devais entrer dans une école de marine au mois d'avril 1943, ayant posé ma candidature au mois d'octobre 1942, j'entrepris donc pendant ce laps de temps de 6 mois de me mettre en activité dans un emploi rural pour faire quelques économies pour le départ. Il écrit très bien d'ailleurs. Je pense qu'il était quand même instruit. C'était un intellectuel qui s'est retrouvé avec des gars qui... Bon. C'est ainsi que j'entrais dans une verrerie, il ne dit pas laquelle, mais c'est à Terrasson, en informant le patron, qui est M. Sage, que je quitterais la place au mois d'avril. Là, dans ce milieu, aux gens de toutes sortes, où la loi du plus fort régnait en maître, ainsi me tardait-il, dès le jour de l'entrée, que ce cauchemar finisse et que la date de mon départ s'approche, car si vous saviez par quel moment je suis passé, on va dire, me levant à 3h30 du matin, alors que j'étais âgé de 14 ans, au milieu d'ouvriers au regard louche, qui ne cessaient de vous engueuler ou de vous battre, alors moi, qui étais qu'une petite nature, chétif, tremblant, au moindre reproche, au moindre signe de brutalité, aussi en ai soupé de cette maudite boîte qu'est la verrerie. Vous voyez, un témoignage ici tout à fait incroyable. Hein. Alors, bon, ça ne devait pas être un fils de verrier. Hein. Il devait avoir fait un peu des études, peut-être c'était une chichelette. Hein. Bon, il s'est fait un peu frotter au contact des ouvriers. Toujours est-il qu'à l'initiative d'Antoine Sage, la verrerie va créer une école d'apprentis. Alors, M. Sage appelait ça Pierre Sage, qui est mort en 2015, que j'avais rencontré en 2009, avec sa femme, qui était des gens adorables. Il m'avait raconté, lui, il est né dans cette maison, il appelait ça la caserne. C'est pas loin de là où il habitait, M. Sage, pour ceux qui connaissaient la maison de M. Sage. C'est pas loin de la verrerie, c'est pas loin du café, là, qui est juste à côté de la verrerie, j'ai plus le nom en tête. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait des gens qui habitaient là, qui étaient aussi des verriers à l'époque, quand j'ai pris cette photo. Et c'est dans cette caserne qu'avait été créée une école d'apprentis. Alors, si j'ai bien compris, elle avait été créée pour la verrerie de Terrasson. Elle a dû servir ensuite pour Vérigord, je pense, pour la cristallerie, hein, qui avait été créée par la famille Sage. Je vous ai parlé des semi-automatiques. Eh bien, on a la chance, là aussi, d'avoir recueilli dans les années 80 une photo. Hein. Alors, il est là, monsieur Sierra Amador. Hein. Ah, c'est un colosse, quand même. C'est un mec costaud. Hein. Il faisait du rugby, je crois. Hein. Ah, c'était un vrai... Et là, vous avez la machine. Hein. Alors, je ne sais pas le nombre. Je ne sais pas exactement. C'est là où les archives de l'entreprise manquent, parce que ça serait intéressant de savoir combien donc, de machines ont été introduites. On en parlait déjà dès 1906, hein, d'introduire des machines. Mais il est certain que c'est arrivé assez tardivement, dans les années 30. Je ne suis pas certain qu'à Boisharville, ils en aient introduit. Je ne sais pas, je n'ai pas la preuve absolue. Toujours est-il que là, il va y avoir une concurrence entre les souffleurs, les vieux verriers, qui se foutent un peu de la gueule, excusez-moi de ce terme, mais des jeunes manœuvres qui eux, font les malins avec leurs machines. C'est moins pénible ils cueillent un morceau de verre, ils le mettent dans la machine, et puis après, c'est une opération mécanique. Ces machines ont été inventées à la fin du 19e siècle. Les premières machines en France, c'est 1894. C'est François Boucher, à Cognac, hein, qui va inventer ces machines. Et les machines Boucher vont être diffusées dans la verrerie. C'est les premières formes de mécanisation pour la fabrication du verre. Hein. Voilà, j'avance un peu et on va rentrer donc dans la fin du process, puisqu'on va être ici au niveau de la finition, hein, c'est-à-dire à la fois dans l'emballage, la fabrication des harasses, des caisses en bois dans lesquelles le verre est rangé pour être expédié par wagon, et le dépôt où sont stockés les produits avant d'être acheminés, enfin d'être chargés, on va dire.
On a une magnifique photo, là aussi, collectée dans les années 80. C'est une photo incroyable, là aussi. Elles ont des têtes incroyables, ces femmes. Elles sont identifiées. C'est dans cette partie de l'usine, au niveau du conditionnement et de l'expédition, que les femmes travaillaient. On sait qu'il devait y en avoir une vingtaine, à peu près. Hein. Et ce qui est intéressant, alors oui, elles sont quand même, tous sont sous le contrôle d'un contremaître. Hein. Je ne vous ai pas dit pas ça, mais il y a des contremaîtres. Hein. On sait qu'il y en avait au moins 2, mais les femmes sont sous l'autorité d'un homme. D'ailleurs, Pierre Sage, en 1941, quand il va travailler sur un temps, il est un peu libre, avant de partir dans une école de l'air, eh bien, il va travailler pendant quelques mois à l'usine et il va être, on va dire, contremaître des emballeuses. C'est comme ça qu'on les appelle, les emballeuses. Hein. D'ailleurs, les contremaîtres, Lucien Cournil m'avait dit qu'il les appelait la chatte, hein, parce qu'elle furettent un peu partout, je crois. Hein, voilà. Et voilà donc, si on regarde en détail l'image, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'elle porte à la fois donc, une bouteille, un flacon, qui est ici, que tient l'ouvrière là-bas. On voit des ciseaux et on voit de la paille. La paille était remplie, était mise dans les harasses en bois. Hein, on posait le verre à l'intérieur. Il y avait 2 systèmes en fait de conditionnement du verre, 2 types de conditionnement. Je sais qu'il y avait le vrac, donc on mettait les flacons en vrac avec de la paille. Sinon, on faisait ce qu'on appelait le dressé, c'est-à-dire là, les flacons les plus gros étaient rangés avec des planches en claire-voie, hein, et on remettait de la paille ensuite par-dessus. D'où la présence de la paille ici, et puis les ciseaux servaient à couper la paille qui dépassait de la harasse, en fait. Voilà, hein, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Voilà, combien de temps il me reste ? Voilà. Bon, je vais rentrer maintenant plus dans l'histoire et un peu la fin de l'entreprise, hein, vous raconter un petit peu ce qu'a été cette entreprise. Je vous ai dit que tout était rose, mais ce n'est pas si vrai que ça en réalité, par rapport à Brarville. On sait que l'usine employait au total 150 à 200 ouvriers en moyenne. En 1924, on a même une dizaine d'Espagnols qui arrivent pour travailler. Et dans l'usine, dès 1910, on va introduire un règlement intérieur, ce qui va être un élément de conflit avec la direction. Le directeur de l'époque s'appelle Anoto, c'est un homme du Nord. Il a d'abord été directeur de Brarville, ensuite il est reparti, et on le retrouve directeur à Terrasson. Et là, c'est un directeur assez strict, on va dire, qui essaie de pousser à une logique assez productiviste au sein de l'usine, et il veut notamment aligner les tarifs de Terrasson sur ceux de Brarville, qui sont beaucoup plus bas. Et pour une bonne et simple raison, à Brarville, c'est que la main-d'œuvre, elle n'est pas très bien traitée, en fait, hein, mal payée, et il y a beaucoup de conflits sociaux à Brarville. Hein. Il y a une série de grèves là, très importantes entre 1891 et 1908. Hein, donc, les premières mesures qui apparaissent dans ce règlement intérieur concernent donc, le temps de travail des ouvriers, hein, mais en même temps, on renforce l'encadrement, on met en place donc, des contremaîtres qu'on appelle des chefs de fabrication. Le règlement intérieur est affiché dans l'usine, rappelle donc aux ouvriers les interdits, notamment un interdit essentiel, c'est la boisson, hein, la consommation d'alcool, qui est un vrai souci hein, pour la main-d'œuvre. On rappelle les sanctions qu'ils encourent, notamment les retenues sur salaire. Hein. On passe donc, si vous voulez, dans une logique un peu plus productiviste. Hein, et surtout, on voit aussi dans le règlement intérieur l'inégalité des salaires qui apparaît. Puisqu'en fait, si vous voulez, au sein de l'usine, il y a une hiérarchie. L'aristocratie, c'est les souffleurs de verre, c'est les mieux payés. Hein. Ils étaient d'ailleurs bien mieux payés en moyenne que les autres ouvriers de l'industrie, les souffleurs. Ce sont des artisans, en fait. Hein. Ce sont des ouvriers, mais qui maîtrisent une technique qui est le soufflage du verre. Hein. Ils sont mieux payés, ils sont d'ailleurs souvent propriétaires d'une petite terre, ils peuvent même avoir des domestiques, une petite ferme, ils achètent des terres ici, comme ils ont quand même un peu d'argent. Et puis en dessous, on trouve les manœuvres et les femmes, qui elles, sont avec les enfants, qui sont les plus mal payés. Hein. Il y a donc une inégalité entre ces salaires. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, les payes sont
à la quinzaine, hein, sont payés le 1er et le 15 du mois, le samedi. Et seuls les ouvriers souffleurs, chefs de place, nous dit le règlement, et mariés, reçoivent une indemnité de chauffage et de logement. Il n'y a pas encore les maisons ouvrières que je vais vous montrer là. Elles ont été construites dans les années 20. Alors la mise en place de ce règlement, plus la politique de bas salaire qui essaie d'imposer l'usine à partir de 1910, ça va créer le premier conflit social, enfin le seul vrai conflit social qu'a connu Terrasson, une grève importante qui va durer 3 mois. Elle éclate le 17 juillet 1910. 158 ouvriers de la verrerie de Terrasson, dont 37 jeunes apprentis, des gamins, cessent le travail. Le conflit éclate notamment suite au renvoi des syndicalistes qui ont créé un syndicat dans l'usine. Il s'appelle Picard et Deville. Hein. Le syndicat avait été créé en 1906. Et la volonté de la direction donc de réduire les salaires de 6% pour les aligner sur la verrerie de Braville. La grève révèle donc un affrontement profond entre d'un côté la direction, avec le conseil d'administration et de directeurs qui entendent affirmer leur autorité et soumettre la main-d'œuvre à une discipline de travail plus productiviste, et le syndicat des verriers, qui est une corporation très puissante. La Fédération des ouvriers du verre, c'est une organisation qui dépend de la CGT, qui est très puissante, qui a des relais, notamment avec une presse, la Voix des verriers, un porte-parole qui s'appelle Charles Delzan, à l'époque, qui est très, très connu, qui est un anarchiste. Ils sont très organisés, et surtout les verriers sont des nomades, en fait. Ils vont de verrerie en verrerie, en fait. Et ils importent, en voyageant, des idées politiques et syndicales nouvelles. C'est comme ça que la région va se confronter, on va dire, à l'idéologie socialiste révolutionnaire, si vous voulez, et au syndicalisme révolutionnaire. Donc pendant 3 mois, la ville va être agitée, puisqu'on vit au rythme des réunions syndicales, des manifestations avec le drapeau rouge, on chante la Carmagnole, et on entend même, oh, c'est horrible, on entend même l'Internationale. Et ils défilent sous les vitres de la maison du directeur. Ça inquiète les autorités qui ne cessent de faire venir des gendarmes, puisque vous savez que la liberté du travail, c'est quand même essentiel dans la législation française de la Troisième République. En octobre 1910, la grève s'éternise. Beaucoup de verriers sont partis, ont été s'employer ailleurs ou dans des fermes. Et la direction rallume les fours, rouvre l'usine en faisant venir des nouveaux ouvriers que les syndicalistes et les grévistes vont appeler les renards. D'où les jeunes, mais à l'époque, on trouve les renards. L'expression dans les textes, c'est les renards. D'où le fait qu'on a appelé cette grève la grève des renards. Voilà, c'est les jeunes, si vous voulez, oui. Voilà. Bon, ça se solde par un échec pour les grévistes. Le sous-préfet de Sarlat note d'ailleurs dans le rapport qu'il fait remonter au ministère du Travail, la grève des verriers de Terrasson n'a fait que du tort aux verriers eux-mêmes. Le syndicat a disparu. Il ne se reconstituera pas de sitôt. Alors en réalité, le climat social au sein de l'entreprise va être plutôt apaisé, je trouve. Quand on regarde les fonds de la préfecture, on trouve quasiment aucune grève à Terrasson, des verriers. Dans la période des années 30, il n'y a pas de grève. Il y a juste un conflit autour des conventions collectives dans les années 30, en 38, mais il n'y a pas de grève. Même en 36, ils n'arrêtent pas le travail. Ils manifestent, ils font une fête, mais ils n'arrêtent pas le travail. Et je pense qu'on le doit en partie à ce monsieur qui a été le directeur de l'usine pendant très longtemps, qui s'appelle Antoine Sage. C'est Pierre Sage qui m'avait prêté ces photos que j'avais numérisées, qui sont aux archives. On le voit ici avec ses fils. Certains ont dû le connaître, j'imagine. C'est une famille très connue, de Terrasson. Là, ils ont été pris en photo à Colly dans les années 50. Je crois que c'est Raoul, ici. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est ça. Et ça, c'est Pierre. Alors là, je n'ai plus le nom de l'autre. Je ne sais plus le prénom. Vous devez le connaître mieux que moi. Et donc, Pierre Sage, là, il est au tout début. On est dans les années 20. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder son parcours à Pierre Sage. Il a commencé comme teneur de moule à Braville. Son père était paysan. Il faisait de l'alambic. Avec le phylloxéra, ça n'a plus marché, donc ils sont venus au Lardin. Il a travaillé un peu à la verrerie. Son fils s'est mis comme teneur de moule.
Ensuite, une des sœurs s'est mariée avec un Brocourt qui était... ça y est, j'avais le nom. Pour l'Emery, pour les bouchons qui m'aident. Boucheur à l'Emery, voilà. Monsieur Brocourt était boucheur à l'Emery, c'est-à-dire qu'il fabriquait des bouchons de verre, il sous-traitait ça pour Brarville. Ils ont donc créé en 1909 un atelier de bouchage à l'Emery qui était, je crois, à la poste du Lardin. Voilà. Et Brocourt est devenu ensuite directeur de la verrerie de Terrasson. Il meurt en 1918 de maladie poitrinaire et il demande, avant de mourir, que ce soit son beau-frère, Antoine Sage, qui devienne directeur de la verrerie. Si vous voulez, Antoine Sage, c'est un industriel, mais ce n'est pas un chef d'entreprise. Il a monté tous les grades au sein de... Il connaît les verriers, il sait leur parler sans doute, hein, et puis il vient comme eux du bas. Donc je pense que ça a pu créer des conditions d'une paix sociale importante. Hein. Alors, je vous ai parlé du logement, je vais terminer là-dessus. Hein. La maison du directeur, hein, qui va être construite quelques années après l'usine, hein, elle existe toujours, bien sûr. Ça, c'est une photo de 84, mais elle existe toujours. C'était la maison de Monsieur Sage. Hein. Et les maisons d'ouvriers, hein, qui ont été construites. Alors, j'ai cherché les actes d'achat des terrains et j'ai regardé dans les matrices cadastrales les changements, on s'amuse bien aux archives, hein, les changements de mutation, on va dire, de cotation fiscale. Et c'est là qu'on voit qu'on passe d'une propriété d'un terrain à une propriété bâtie. Donc, si mes recherches sont bonnes, les maisons sont construites entre 1921 et 1926. Vous voyez ? Logements sociaux, alors logements ouvriers, il y avait plusieurs appartements en fait dans une même maison. On a la chance qu'il y ait, enfin on a la chance, les archivistes ont la chance qu'il y ait eu un crime en 1939 dans la rue de la Verrerie. Hein. On a un gros dossier d'assises puisque M. Jean Personne a été traduit aux assises. Il a été acquitté. Par contre, sa belle-mère a été condamnée, puisque c'est elle qui aurait institué le crime de son mari, qui était verrier, qui était violent, alcoolique, enfin bon, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'enquête, bon, déjà nous fait parler les contremaîtres, les ouvriers qui ont travaillé avec celui qui a été assassiné, qui était le chef de place, le père Sage qui témoigne et qui dit les conditions de travail des ouvriers et qui explique notamment que l'alcoolisme, c'était fréquent chez les ouvriers, qui ne faisaient pas exception. C'était un gueulard, mais il n'était pas plus méchant que ça. Et puis surtout, on a le plan de l'appartement, ce qui permet de voir l'agencement. Voilà. Ça, c'est un élément intéressant. Sauf que je ne vous l'ai pas mis en photo, je suis désolé. Mais je reviendrai vous le montrer. Voilà. Autre élément intéressant concernant l'usine, c'est on sait qu'ils avaient institué aussi, comme beaucoup d'ouvriers habitaient un peu loin et qui venaient à vélo ou à pied, eh bien, l'usine se dote d'une camionnette pour aller les chercher. Là, c'est une photo qui est datée de 1924. J'ai trouvé un procès. C'est ça qui est bien avec les archives de la justice, on trouve beaucoup de choses. Mais il y a eu un accident dans la rue de la Verrerie avec la camionnette. Et du coup, on a plein de détails sur les horaires, qui conduisait la camionnette, etc. Voilà. Donc là, on a en photo, devant les bureaux de la Verrerie. Et ça doit être des fils, ça, je pense, je ne suis pas certain. Hein. Voilà. J'ai eu la chance aussi de retrouver à Paris un catalogue, enfin c'est pas un catalogue, c'est un prospectus des produits qui étaient fabriqués à Terrasson. Voilà, donc là c'est bien la Verrerie de Terrasson. C'était vendu par un libraire parisien. J'ai négocié très dur pour obtenir le document. Et là on a les différents modèles qui sont fabriqués. Donc c'est du flaconnage pour la pharmacie, pour la parfumerie, la brillantine aussi. Ça s'appelait le Gomina, c'est ça, la Gomina, ouais. Bon, je ne peux pas m'en mettre, moi, hein. Je n'y arriverai pas. Mais il y a aussi les mignonnettes pour le vin ou les alcools forts. Oui, je vois qu'il y a des amateurs. Et pour le cognac, hein, voilà. Juste, je vous mets une autre page, parce que ici vous avez un modèle. Il est chouette celui-là. Et vous voyez, c'est marqué compte-gouttes BS.
Alors, compte-gouttes BS, pourquoi compte-gouttes BS? Parce que c'est Brocourt-Sage. C'est M. Sage et son beau-frère, M. Brocourt, qui ont inventé le système du bouchon qui a permis de fabriquer un goutte à goutte. Et le père Sage avait dans son garage, il me les a montrés, des modèles. Des modèles, je crois qu'ils avaient été récupérés par... Vous ne les avez pas, Jérôme? Ah, c'est dommage. Je crois qu'ils avaient été récupérés par la dame qui s'occupait avant. Et vous avez là des modèles de compte-gouttes brevetés. Et il paraît qu'ils ont été en usage, fabriqués à l'usine jusque dans les années 50. Voilà. Terrasson avait été très renommé pour le verre tourné. Il y avait une belle qualité du verre. Tout à l'heure, en venant, j'écoutais un podcast d'un monsieur qui est un spécialiste de la verrerie et qui expliquait que les industries, enfin les industries de parfumerie, de flaconnage, etc., faisaient travailler plusieurs verreries pour avoir des qualités de verre différentes et voir quelles étaient les plus résistants et les plus adaptés. Voilà. Alors, on sait, parce qu'on trouve dans les archives contemporaines, la série W, on a une note de renseignement très intéressante des années 50 qui nous donne quelques informations sur la fabrication des produits et l'expédition. Ce rapport dit au niveau de la fabrication, elle est très variée puisqu'elle consiste en flaconnage de petite capacité. La production atteint, dans les années 50, 90% de celle de 1938, mais avec un effectif ouvrier inférieur d'une cinquantaine d'unités. Elle ne peut être évaluée qu'en prenant le chiffre d'affaires pour base. Celui-ci, depuis quelques années, de l'ordre de 50 à 60 000... non, c'est pas ça. 60 millions, pardon, de francs. Non, mais c'est les anciens francs, cher ami. Les clients de cette industrie sont presque exclusivement des négociants de vin et spiritueux, des parfumeurs, des pharmaciens. Ils se trouvent disséminés dans toute la France, en Afrique du Nord, en Algérie, Tunisie, Maroc. L'Afrique du Nord fait un chiffre d'affaires de l'ordre de 1/7 du chiffre global. Et d'ailleurs, j'avais trouvé qu'ils étaient souvent présents lors des expositions commerciales et internationales d'Alger. Il devait avoir un lien avec l'Algérie pour pouvoir trouver des débouchés. Alors la verrerie va commencer à connaître des difficultés pendant la guerre. La guerre va marquer un premier frein, on va dire, dans l'activité, du fait de la pénurie du charbon et des matières premières. Là, c'est une lettre d'Antoine Sage adressée au préfet pour l'informer du manque, notamment ici, de soude. Le charbon, ils ont réussi à en avoir. Mais en 1943, l'usine n'a plus de charbon pour fonctionner. C'est là où on va commencer à fermer l'usine pour pouvoir remplacer par un autre four qui n'utilise pas du charbon, mais du fioul. Ces difficultés d'après-guerre vont se faire ressentir, là c'est en 1945, pardon, je vous ai dit une bêtise, c'est en 1945, à la Libération. On vous parle aussi d'un organisme, les COIV, c'est le comité d'organisation de l'industrie du verre qui avait été créé par Vichy pour coordonner l'action des industries du verre en France sous l'occupation, et qui va subsister jusqu'après la guerre. Voilà. Alors, on voit aussi dans le rapport que je vous ai montré tout à l'heure, on parle des ouvriers et de l'état d'esprit du personnel dans les années 50. Alors ça, c'est aussi un aspect très important. On vous dit que bien que la majorité du personnel ouvrier soit militant ou sympathisant communiste, ici c'était un foyer quand même communiste, l'état d'esprit a toujours été bon. Bon nombre d'ouvriers sont intéressés directement aux bénéfices. Depuis 1948, les statuts ont été modifiés et on a élargi le capital, on a fait rentrer un peu plus d'argent en permettant aux ouvriers d'acheter des actions, en fait. Et vous voyez, le rapport dit, il y a un peu plus d'un an, lors de l'augmentation du capital, des actions ont été mises à disposition du personnel qui a pu assez facilement en acquérir. Cela a eu pour conséquence de transformer cette société anonyme en une espèce d'industrie coopérative où l'ouvrier se trouve être son propre employeur. Ce qui aussi explique qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de conflits. Mais les difficultés vont se multiplier à partir des années 49, 50, 51, 52. Il va y avoir plusieurs arrêts
de l'usine en 51, en 52. On sent bien que l'usine est en difficulté. Et dans un extrait d'une lettre donc, du 17 décembre 1951 au préfet de la Dordogne, qui s'adresse ici à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, on prévoit donc la création d'un fonds de chômage, il n'y a pas encore la NPE, et l'ouverture de chantiers pour employer les chômeurs de la verrerie ayant arrêté sa production pendant quelques mois. Et là, dans le rapport, on donne quelques indications sur les causes que rencontre l'entreprise, les difficultés que rencontre l'entreprise. On vous dit cette entreprise, en raison notamment d'un équipement insuffisant, je vous ai dit, il y a deux équipes, une aux machines et l'autre au soufflage, à la main, doit envisager pour assurer une exploitation normale une réorganisation financière, technique et commerciale de son activité générale. Utilisant notamment le soufflage à la bouche, elle se trouve en raison d'une évolution insuffisante en position désavantageuse pour le flaconnage courant qui constitue l'essentiel de sa fabrication. Très sensible ainsi aux fluctuations économiques, elle doit obligatoirement envisager des changements dans ses méthodes d'exploitation. Les charges financières aussi pèsent, et en fait l'entreprise rencontre de plus en plus de difficultés, si bien qu'on va être obligé de céder l'entreprise à une grosse verrerie bordelaise qui s'appelle Domecq, et qui va transformer l'usine de Terrasson en une société d'exploitation qu'on appelle Softair, en mettant un autre directeur qui s'appelle Demoutier, mais lui en fait va en quelque sorte prendre la clientèle de Terrasson et la ramener vers Domecq à Bordeaux. Et en janvier 1954, l'usine ferme définitivement ses portes. Ce qui fait dire d'ailleurs, quand on écoute les témoignages des ouvriers verriers qui ont connu cette fermeture, qu'en fait l'usine elle a été sacrifiée, qu'on aurait pu la moderniser, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait pour la moderniser. Voilà. Et donc l'usine va être vendue. Elle va être rachetée par un fils d'un ancien verrier, M. Baudet, qui lui va créer donc rue Max Touraille. Max Touraille, on pourrait en parler aussi, mais je n'aurai pas le temps. Qui est autorisé à créer donc à Terrasson, à l'endroit où était la verrerie, une usine de fabrication d'amortisseurs pour voitures automobiles et de mécanique générale. Son entreprise ne va pas durer très longtemps, et je crois qu'en 64, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est M. Delmont qui rachète cette usine. Il avait d'ailleurs travaillé, je crois, avec Baudet, et qui va créer la Socat. L'usine va être une annexe va être la Socat, puis après une annexe. Et elle existe encore aujourd'hui, je crois. Voilà. Et c'est la trace de ce passé qui demeure et que j'ai essayé ici de résumer par ce propos. Voilà. Je m'arrête là parce que je crois que j'ai même débordé mon temps. S'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas. On va faire passer le micro à... Hop, pardon. J'aurais peut-être pas les réponses, mais... Je reste sur ma faim, ou du moins sur ma soif, puisque je vais parler de verre. Pourquoi n'avez-vous pas parlé de la suite des sages avec Vérigor? Parce que je m'étais concentré sur la verrerie, effectivement, oui, en 1949, donc lorsque Antoine Sage quitte l'usine quitte la direction de l'usine de Terrasson, ils vont créer une petite entreprise, effectivement, Vérigor, qui est une cristallerie, je crois, qui n'est pas... Voilà. Oui, c'est une verrerie, mais qui était plutôt spécialisée. Ça, du demi-cristal. Voilà, du demi-cristal. Et alors, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Elle ne va pas durer si longtemps que ça, je crois. 73 ? Ah, si, quand même. Parce que je crois que les frères Sages ne se sont pas entendus. Et lui, il y en a un qui a créé une entreprise où il fabriquait des têtes de poupées. Voilà. Voilà. C'était toujours Voilà. sous l'appellation Vérigor. Voilà. Voilà. Elle est... Alors ça, je... Côté des tabacs, là-bas. Ah, oui, voilà. Ça, je ne pourrais pas trop vous dire. Non, du pont des tabacs. Pardon, oui. Et j'ai les documents là-bas et on a tout un dossier.
Oui, d'ailleurs, Jérôme a mis des photos des produits qui étaient fabriqués par la cristallerie. En décalant un petit peu, on sait que vous êtes un peu spécialiste aussi de la verrerie d'Albi. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Alors, je ne suis pas vraiment spécialiste de la verrerie d'Albi. Disons que je me suis intéressé à la VOA, la verrerie ouvrière d'Albi, parce que je suis un peu bizarre comme garçon, je suis désolé, mais je me suis intéressé au beau-père de Jean Jaurès. Il n'y en a qu'un en France qui s'intéresse au beau-père de Jean Jaurès, c'est moi. Pourquoi je me suis intéressé au beau-père de Jean Jaurès? Parce qu'il a été sous-préfet de Nontron. Il est d'ailleurs mort à Nontron. Et Jaurès est souvent venu en Périgord, ce qu'on ne sait pas. Dans le cadre de mes recherches sur Jaurès, eh bien, forcément, sur le beau-père de Jaurès, je me suis intéressé à la vie de Jean Jaurès, que je connaissais, mais pas dans le détail. Et donc, effectivement, j'ai découvert l'histoire de la VOA, de la verrerie ouvrière d'Albi, qui a été créée donc, à l'initiative de Jaurès, mais pas seulement, d'un comité d'organisation des syndicats. Ah oui, je vois qu'on veut faire de la pub pour mon livre sur Eugène Bois, voilà. Voilà. Il y en a là-bas, si vous voulez en acheter, je serais content. C'est quand même pas un livre qu'on lit sur la plage, je vous préviens. Et donc, cette entreprise, alors moi ce que j'ai trouvé intéressant, mais je ne suis pas spécialiste, il ne faut pas considérer que j'ai vraiment des connaissances très précises là-dessus, mais en fait il y a eu un comité, la VOA a été créée au moment où éclate une grève importante à la verrerie de Carmaux, dont le patron s'appelle Rességuier, et en juillet 1895, Rességuier va faire ce qu'on appelle un lockout, il va fermer les portes de l'usine. Il veut se débarrasser en fait des socialistes au sein de son entreprise. Il dit lui-même qu'il veut débarrasser le Carmozin des socialistes. Jaurès est à ce moment-là dans sa maison de campagne à Bessoulet, et on vient le chercher, et il veut dire défendre les ouvriers en grève, et il va essayer de les organiser pour qu'ils puissent organiser leur lutte et négocier avec le patron pour une réouverture de l'usine. Rességuier est ferme dans ses positions, et naît l'idée de créer donc une verrerie qui serait la propriété des ouvriers. Jaurès va négocier, va déployer énormément d'énergie pour essayer de collecter des fonds en France. Il va y avoir ce fameux miracle d'une femme là, qui est une riche héritière qui va donner énormément d'argent pour la création de la verrerie ouvrière. Le problème, c'est que la verrerie, qui devait au départ rester à Carmaux, a été déplacée à Albi. Et les Carmozins en ont voulu à Jaurès, parce qu'il les a lâchés, notamment les commerçants. Ils ont dit, il fait partir les verriers, ça va nous faire partir des clients, parce que les verriers étaient quand même bien payés. Et cette verrerie ouvrière, alors je ne suis pas spécialiste, mais c'est vraiment les prémices d'une sorte d'autogestion au sein d'une entreprise industrielle, puisque la direction de l'entreprise était choisie parmi les ouvriers et le conseil d'administration siégeait les syndicats. Et cette entreprise a existé jusqu'aux années 1990. La verrerie existe encore à Albi, mais la VOA, elle a dû fermer ses portes en 91, 93, je ne sais plus. Enfin, c'est plus la VOA depuis. Mais c'est une expérience de prise en charge par les ouvriers eux-mêmes de l'exploitation de leur usine. Et c'est là où on rencontre peut-être un débat entre, d'un côté, c'était Lucien Cournil qui m'avait dit ça, et j'avais trouvé ça. Alors Lucien Cournil, vous l'avez connu, j'imagine. On connaissait ses opinions politiques, mais il a eu cette expression dans le témoignage que j'ai enregistré de lui. Il opposait les financiers et les industriels. Pour lui, il y avait l'industriel qui aimait son usine, qui faisait tout ce qu'il pouvait pour maintenir l'emploi et qui avait, on va dire, le souci de ses salariés, et le financier qui, lui, voit surtout les profits qu'il peut faire à travers les opérations qu'il peut mener en vendant, échangeant. Voilà. Bon, c'est une forme d'alternative. Finalement, quand on regarde l'expérience de la VOA, finalement, c'est un laboratoire d'expérience qui va donner ensuite d'autres créations d'usines gérées par des salariés qui vont eux-mêmes
être, on va dire, les propriétaires de leur outil de fabrication. Voilà. À l'heure où on parle de la réindustrialisation de la France, à l'heure où on entend des mauvaises nouvelles pour la région du Terrassonnais, ben, ça peut interpeller peut-être la population qui, j'imagine, est bien inquiète du climat social local. Voilà. Mais c'est le même cas chez moi dans mon Cantal, puisque je suis originaire de Bassignac, une petite commune dans l'arrondissement de Mauriac, à côté de Hide-Centre. Hide-Centre, c'est le berceau des industries Lapeyre, hein, les menuiseries du centre. Et là, c'est pareil, ils ont exactement le même schéma. Ils viennent d'être rachetés par un fonds de pension allemand. Et le fonds de pension allemand vient de mettre en vente les murs de l'usine. Et là, c'est 200 familles dans une région qui est... sans ça, il n'y a plus rien, quoi. Voilà. D'autres questions? Est-ce qu'on connaît la provenance de la matière première, le sable? Alors, oui. Alors, de mémoire, je ne sais plus exactement, mais je crois que ça venait... c'était pas régional. Hein. Ça venait de beaucoup plus loin, du nord de la France, mais je ne sais plus exactement. Oui, je pense, oui. Oui, je pense, oui. Je pourrais vous donner, mais là, je ne l'ai plus en tête. Ouais. Si, on a des informations. Le problème, si vous voulez, c'est comme on n'a pas les archives d'entreprise, il est bien difficile d'affirmer que l'approvisionnement pouvait venir de là ou là. Par exemple, quand on regarde Brarville, quand ils cessent d'utiliser le charbon de Cublac, on trouve qu'ils font venir du charbon des mines d'Aubin, qu'ils font venir du charbon des mines de Champagnac, dans le Cantal, qui font venir du charbon de Decazeville. Vous voyez, c'est des petites informations qu'on peut avoir. Je suis issu de 3 générations de verriers qui ont travaillé à Carmaux, à Brarville. Là devant moi, il y a un descendant du chef de fabrication de la verrerie de Terrasson, Gabriel Baudry. Ah oui. Alors le sable, ce que j'ai su, par mon grand-père surtout, c'est que la verrerie de Brarville faisait du verre noir. Oui. On appelait le verre noir. Oui, c'est ça. Les bouteilles de champagne et tout, c'était un verre qui était plus grossier. Et ils ont employé des sables de la région. Oui, c'est ça. Mais la verrerie de Terrasson, qui s'est spécialisée, a fait venir des sables plus élaborés qui permettaient de faire le verre blanc. C'est ça. Le verre blanc, c'était une composition beaucoup plus délicate. Il fallait un affinage beaucoup plus long. Il fallait que ce verre soit chauffé, que la composition soit chauffée très longtemps pour qu'il soit affiné. Et le fleuron de la verrerie de Terrasson, c'était surtout les flacons de laboratoire. Oui. Ils étaient imbattables pour ça, en verre blanc, tourné avec une panne, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la côte du moule, et bouché à l'émery. Ça avait fait la force des verreries de Terrasson. Malheureusement, quand ils ont mécanisé la verrerie, c'était trop tard parce qu'ils ont racheté d'occasion des machines qui venaient de la verrerie ouvrière d'Albi, et d'occasion, et il y avait 50 ans de retard. Ouais. Alors, là-dessus, moi j'ai su beaucoup de choses par Roger Bernion. Ah oui. C'était un industriel de la noix à Terrasson. Et lui, c'était un monsieur qui commercialisait ses produits aux États-Unis, en Angleterre et partout. Et c'est quelqu'un qui était très évolué. Et il faisait partie du conseil d'administration, mais jamais on n'a voulu l'écouter. Il avait senti ce qui allait se passer, malheureusement. Voilà. Merci, monsieur. J'aurais beaucoup de choses à vous raconter. Mais je vais revenir vous voir. Je ne vais pas monopoliser la parole, j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais j'ai pas dit trop de bêtises. Je tiens à vous féliciter merci. pour le travail de recherche que vous avez fait. Merci. C'est quand même étonnant. Et ce soir, si je sais beaucoup de choses, j'en ai appris beaucoup. Moi, j'en ai beaucoup à apprendre. Merci, monsieur. Ah, mais je sais. Si, mais on s'est rencontrés. Ah oui. C'est un vrai honneur, d'ailleurs. Je prends des flacons de pharmacie, vous en avez 2 dans les vitrines. On a pu récupérer, vous pourrez les voir en sortant si vous voulez. Alors, juste, je voulais vous dire, mais moi, je ne suis pas terrassonnais, je ne suis pas de la région, j'ai aucun intérêt dans l'affaire, si vous voulez. C'est vraiment la passion de l'histoire et l'histoire industrielle notamment. J'ai beaucoup eu à apprendre parce que je ne savais rien en réalité. Hein. J'ai eu tout à découvrir. Hein.
J'apprends encore des choses. Là, par exemple, je viens d'en apprendre. Mais je pense que c'est... alors, ça, c'est mon point de vue, mais un territoire comme celui-ci, c'est ce que je dis d'ailleurs en conclusion de mon article pour Barville, son identité, c'est une identité ouvrière et paysanne, hein, pour laquelle il faut que vous soyez très fiers de ça, je pense. Hein. C'est l'histoire de vos familles. Et je pense qu'il y aurait tout intérêt à faire connaître, à valoriser beaucoup plus ce passé, hein, qui est vraiment une prise en charge locale, pour rappeler cela. Par exemple, quand je passe le long de l'ancienne Nationale 89, que je vois l'usine de Barville, je l'ai encore regardé tout à l'heure, ben, ça fait un peu mal au cœur de voir un si beau bâtiment aujourd'hui en friche. Hein. Alors heureusement, il a fait l'objet d'un inventaire, hein, puisqu'il y a eu un inventaire du canton de Terrasson. Hein. Mais c'est vrai que... alors je sais qu'on ne peut pas non plus restaurer tout, hein, mais Barville, c'est quand même le foyer d'une expérience tout à fait exceptionnelle. On dit phalanstère. Hein, c'est-à-dire que Cyprien Brard, dont la tombe est à Saint-Lazare, hein, au cimetière, j'espère qu'elle est entretenue d'ailleurs, c'est un personnage exceptionnel, hein, par bien des aspects, et on peut être fier d'avoir ce personnage-là, parce qu'il fait partie de ces utopistes, on va dire, qui ont essayé d'inventer une alternative entre eh bien, un capitalisme sauvage et puis la prise en compte de la question sociale au XIXe siècle. On est dans les prémices de la révolution industrielle, et j'en veux pour preuve que des gens d'Angleterre, de la région parisienne, des intellectuels, des lettrés, venaient à Barville pour voir cette expérience sociale, et en ont témoigné dans leurs ouvrages. C'est dire l'importance quand même qu'a eu cette expérience-là. Voilà. Je voulais dire que malheureusement la commune du Lardin a manqué de sagacité, parce que quand ils ont commencé à vendre les appartements, à les louer, ça a été une catastrophe, parce qu'il aurait pu y avoir un musée industriel formidable. Et je voulais rappeler la mémoire d'un monsieur que j'avais rencontré quand j'ai fait une brochure de rien oui. du tout. Ah si, c'est très bien. De l'amical laïque du si, Lardin, très bien. sur la verrerie. J'avais rencontré, alors ce monsieur derrière moi me dit qu'il est sur la photo de la camionnette. J'avais rencontré un monsieur qui s'appelle monsieur Marcelot, qui était de la Galive, qui était un militant socialiste et qui m'a parlé avec des Roumains, et il m'avait donné une fiole qui avait été faite à la verrerie du Lardin. Il avait fait des témoignages, et bon, ben, j'en profite pour rappeler sa mémoire, oui. comme tant d'autres. Oui, bien sûr. C'est vraiment dommage que ce patrimoine n'ait pas été conservé, mais aussi parce que les musées de l'industrie, c'est peut-être pas très commun. Non, et puis, alors, si on regarde la mémoire... Mais c'est pas vraiment le bâtiment qui est constitué. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'elle ne sait pas quoi en faire, vu que ça va coûter une fortune. Ah ben c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est là où le loto du patrimoine aurait pu être utile. En tout cas, merci pour toutes Je vous en prie. les informations. Juste, je voulais juste rajouter, j'ai oublié de dire, mais aussi, si le Terrassonnais a été terre de résistance, c'est aussi parce que ça a été une terre ouvrière. Hein, et qui en a payé cher l'engagement. Hein. Par exemple, il y aurait beaucoup de choses à faire. Alors, on parle effectivement des événements de mars 44, mars-avril 44, et le drame aussi de la Deichsreich. Mais cette mémoire,
on la voit présente aussi après la guerre, hein, dans les combats politiques de l'après-guerre. Je pourrais vous parler de Labarthe, hein, qui était maire de Terrasson et qui était administrateur au Very de Terrasson, dont on a un dossier des renseignements généraux très intéressant. Et aussi, donc on voyait bien que ça investissait le champ politique local, mais ça a aussi été une question qui a occupé les esprits pendant longtemps pour la reconstruction de Terrasson. Et là, aux archives, on a une série qui s'appelle la 7W, où on a les dossiers d'indemnisation et de reconstruction pour Terrasson. Et là, il y aurait vraiment, s'il y a un jeune historien, là, terrassonnais, qui a envie de s'investir, il y aurait vraiment un beau travail à faire sur justement cette reconstruction qui a eu lieu après la guerre, parce que c'est quand même une ville qui a été, une commune qui a été marquée au fer rouge quand même, et un canton qui a été marqué au fer rouge. Hein, et ça, c'est aussi une mémoire importante et qui n'est pas à séparer de l'histoire industrielle. Max Thourais, ça fait le lien quand même entre ces deux histoires. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais juste rajouter, vous remercier surtout de m'avoir écouté et de m'avoir accueilli. Merci à vous.